Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans nos bureaux pour cette seconde conférence, pour cette deuxième conférence organisée dans le cadre du cursus des cours d'été en droit et relations internationales. Alors aujourd'hui, l'intitulé exact de l'événement c'est Arctique, ressources, voies commerciales et revendications territoriales, mais on évoquera probablement des aspects qui vont au-delà de ces facteurs-là. Je suis particulièrement heureux de traiter avec vous aujourd'hui, en la présence de Ricardo Mendes, ce sujet qui est quand même très peu traité, très peu analysé, et qui pourtant est très intéressant, et c'était tout l'intérêt de le placer au sein de ce cursus. Ricardo Mendes, je vais me permettre, vous le verrez, puis vous l'avez déjà vu, de le tutoyer durant cette conférence, tout simplement parce que je le connais personnellement. Petite présentation du coup. Oui. Ricardo, tu as étudié l'économie et les sciences politiques durant environ 4 années, majoritairement passées à l'étranger, je crois. Exclusivement en Écosse, à Édimbourg. Et durant ces années, tu t'es particulièrement intéressé à la formation des États et à la géopolitique. Et donc, assez logiquement, tu as terminé ton cursus en préparant le diplôme d'analyste en stratégie internationale, parcours géopolitique et prospective à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, et tu travailles actuellement sur la zone, sur l'Arctique, et dans le cadre de tes recherches, tu vas pouvoir nous offrir une vue, un panorama des enjeux dans la zone. Si je peux peut-être ajouter une chose, c'est que j'ai aussi eu la chance là en avril d'avoir été invité par l'Université du Nord, ça s'appelle littéralement l'Université du Nord, en Norvège. Ils sont pas très descriptifs, mais c'est une université qui est dans le cercle polaire arctique qui se spécialise à niveau mondial dans tout ce qui est, disons, les aspects plus économiques et business du futur de l'Arctique. Et ils font une conférence tous les ans où ils invitent des gens de très haut niveau, des ambassadeurs, des représentants de groupes industriels et tout, c'était très intéressant. Ils m'ont invité en tant que personnalité. En tant qu'élève, pas encore, je suis pas encore ambassadeur de Russie. Mais non, c'était en tant qu'élève, échanger avec d'autres chercheurs et tout. Il y avait des ateliers, des workshops, dont mon équipe a eu la chance de gagner aussi un workshop, un scénario de création. On devait envisager les villes dans le nord, dans l'Arctique en 2040, c'était plutôt intéressant. Je dis pas ça pour me la péter, hein, c'est juste pour dire que c'était intéressant, mais j'aimerais bien ajouter ça parce que j'ai énormément appris sur l'Arctique à ce moment-là. Ouais, un projet prospective alors. Oui, exactement ça. Exactement. Et donc du coup, pour débuter tout de suite l'événement, juste un aspect logistique. L'intervenant du jour va avoir une 40aine de minutes, je crois qu'on s'était arrangé sur ça, et ensuite on procédera à des échanges selon vos intérêts pour la zone, et voilà, on en aura pour environ entre 1 heure et 1 heure et demie, selon les échanges. Voilà, je vous remercie, je te laisse la parole. Très bien, alors je n'ai aucune notion de 40 minutes, donc je vais parler jusqu'à ce qu'on m'arrête. C'est pas ça. On va commencer par quelque chose de très très basique, mais en même temps très important et pas si évident que ça, qui est définir l'Arctique. Parce que autant on peut se dire c'est facile, l'Arctique c'est quoi? C'est un océan, c'est le pôle Nord, c'est en haut. Il y a un cercle, on peut se définir par la ligne du cercle polaire arctique, certes, mais c'est une définition qui est un peu restreinte, parce que si vous considérez ça comme ça, la plupart du nord de la Russie n'est pas dans l'Arctique, la plupart de l'Alaska n'est pas dans l'Arctique, quasiment tout le Canada n'est pas dans l'Arctique, alors que ce sont quand même des zones où, si vous demandez aux populations, ils diraient qu'ils habitent plutôt dans un endroit polaire. Il y a une autre définition qui est utilisée, qui est la définition de la ligne isotherme des 10 degrés en juillet. C'est là qu'il trace une ligne très simple dans laquelle il voit quel endroit est-ce que la température moyenne en juillet dépasse les 10 degrés. Donc c'est une ligne, et qui du coup regroupe une bien meilleure représentation climatique de l'Arctique, qui est la meilleure représentation si on veut vraiment comprendre les environnements, parce que les gens et leur mode de vie dépendent plus du climat que vraiment de la latitude à laquelle ils habitent. Concrètement, il y a des parties de Norvège plutôt situées en latitude qui ont des étés plutôt chauds, où les habitants habitent dans des villes modernes et qui ne se décrivent pas vraiment comme des habitants arctiques parce qu'ils sont scandinaves du sud, alors qu'il y a des populations qui habitent dans l'Alberta au Canada, qui est au niveau de Bordeaux à peu près, côté latitude, et qui en hiver il y a moins 50, ils chassent du renne, ils ont des modes de vie nomades. Donc c'est ça. Et donc si on veut étudier l'Arctique d'un point de vue géopolitique, parce qu'il y a aussi d'autres définitions, la définition de la ligne des arbres, la ligne du permafrost, il y a énormément de définitions parce qu'il y a énormément d'approches scientifiques à l'Arctique. Il y a énormément de facettes à cette zone. Mais d'un point de vue géopolitique et de relations internationales, je pense que la façon la plus intéressante à regarder, c'est ce que les Norvégiens appellent le Grand Nord. Encore une fois,
pas très délicat comme terme, très descriptif, mais en soi c'est ça, c'est les zones qui en gros englobent le nord de la Scandinavie, toute la côte nord de la Russie, jusqu'au Kamchatka, donc un peu plus au sud, le détroit de Bering, quasiment tout l'Alaska. Je suis désolé, j'ai pas de carte à vous projeter, mais j'essaie de dessiner avec les mains. Une grande partie du Canada, déjà toutes les îles que vous voyez au nord du Canada, la partie toute fragmentée, ça rentre là-dedans, tout le Groenland, même tout petit peu du nord du Québec si on va être un peu libéral, l'Islande, etc. Et donc c'est plus une appartenance d'un point de vue des points communs, des enjeux auxquels ils font face. On va définir ça comme ça. Alors, la population de l'Arctique, parce que c'est important de l'aborder, parce que c'est une population qui est très très hétérogène d'un point de vue de distribution. Évidemment, c'est une zone qui est peuplée de façon très peu dense, mais vraiment très peu dense. L'Arctique compte une ville au-dessus d'1 million d'habitants, et en Russie. Et encore, c'est pas la ville, c'est quasiment toute la région, c'est l'agglomération qui fait 1 million d'habitants. La zone la plus densément peuplée de l'Arctique, c'est le nord de la Scandinavie. Donc c'est une espèce de cercle qui va de la Norvège, qui passe par le nord de la Suède, par la Finlande, et qui regroupe la péninsule du Kola en Russie. Donc avec des villes comme Murmansk, Arkhangelsk en Russie, Tromsø en Norvège, Kiruna. Et c'est la zone la plus peuplée. En Russie, dans cette zone-là, il y a plus d'1 million d'habitants. En Scandinavie, vous avez grosso modo à tout casser 1 million aussi dans cette zone-là. Et ces deux zones-là ensemble représentent déjà 2/3 de la population de tout le reste de l'Arctique. Donc c'est vous dire, l'Alaska a 600 000 habitants, c'est aussi un autre gros centre, mais c'est très large, c'est très grand, ils sont très répartis. Le Canada, tout l'Arctique Canada a 130 000 habitants à peu près. Donc c'est vraiment la zone la moins densément peuplée. Et le Groenland a grosso modo 60 000 habitants aussi. Le Groenland qui a la particularité d'avoir la plus grande concentration de population indigène de tout l'Arctique. C'est-à-dire que c'est 80% de la population du Groenland qui n'est pas danoise, qui est d'origine indigène, de différentes ethnies inuit et nunavut. Alors, pour ces populations, comme elles sont réparties sur une surface qui est vraiment très large, on parle de 6 000, 8 000 km de distance d'une certaine population, on ne peut pas vraiment définir un seul enjeu commun, on ne peut pas définir une façon d'appréhender les choses, parce qu'il y a des fragmentations géographiques très importantes, que ce soit d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue niveau de vie, politique, géopolitique, institutionnel, vraiment les disparités sont très importantes. Et donc je pense que c'est important de diviser par catégorie, et par les regrouper un peu en morceaux qu'on puisse comprendre, qu'on puisse digérer facilement. Le morceau le plus facile à digérer, c'est la Scandinavie, parce qu'on est plutôt familier avec. Je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds en Scandinavie, mais je vous assure que le Nord n'est pas tellement différent du Sud. Si vous habitez à Stockholm, vous sortez un peu de la campagne, des zones européennes. Déjà, c'est une zone qui est très potentiellement peuplée dans le Sud, donc imaginez dans le Nord. Mais c'est des populations qui est majoritairement scandinave, donc il y a très peu d'indigènes, à part en Norvège, où il y a une grande communauté sami. Et pour ces populations-là, en Scandinavie, le plus grand problème, la plus grande question, tout ce que est répété à longueur de journée, les dirigeants, les maires, les chefs d'entreprise, c'est la question de l'attractivité. Parce que comment est-ce qu'on fait que les jeunes scandinaves veulent habiter là? Alors qu'ils peuvent vivre à Oslo, qu'ils peuvent vivre à Stockholm. Ce qui se passe, c'est qu'ils naissent là-bas, ils font leurs études ailleurs, ils ne reviennent pas. Et c'est d'autant plus vrai pour les populations indigènes qui vivent dans des communautés sami qui sont à majorité... dire qu'elles sont nomades, c'est pas tout à fait vrai, mais semi-nomades en tout cas pour la plupart aujourd'hui. En tout cas, elles passent une grande partie de l'année dans la transhumance des rennes. C'est pas un stéréotype, vraiment ils vivent énormément du renne. Quasiment tout le renne produit au monde vient des communautés sami en Norvège. C'est très impressionnant. Ce sont des businessmen de très haut niveau. Ils ont fait des bonnes études et ils savent très bien vendre leurs marques. Et c'est pas du tout dans une approche. Autant leur produit est très dans le savoir-faire traditionnel et dans le mode de vie traditionnel, autant leur approche commerciale est très impressionnante. Ils parlent tous très bien anglais. C'est intéressant. Et du coup, on a le nord de la Norvège en particulier, parce que bon, la Suède et la Finlande sont dans l'Arctique, dans le cercle polaire, c'est une zone polaire, mais non, elles ne touchent pas l'océan Arctique. Donc ce sont des zones qui sont fermées d'un point de vue d'accès à la mer, à l'océan Arctique. Mais la Norvège, elle dispose d'une côte gigantesque, vraiment très grande, on a, sans dire de bêtises, la 3e plus grande zone économique exclusive d'Europe, après la France et le Royaume-Uni, qui disposent d'avantages considérables en termes d'îles dans le Pacifique et dans l'Indien et tout ça. La Norvège, non, ils ont vraiment une espèce de gigantesque triangle qui va de toute la côte de la mer de Norvège, la mer du Nord jusqu'au Svalbard, qui est l'archipel tout au nord. Jan Mayen et un autre caillou dont j'ai oublié le nom, mais il y a 12 000 habitants dessus. Non, qu'est-ce que je raconte? Il y a 120 habitants dessus, donc je pense qu'ils vont me pardonner. Et cette zone économique est très grande et dispose de ressources pétrolières et gazières très importantes. En tout cas, historiquement, ils disposaient de ressources très importantes. La production norvégienne est toujours très conséquente aujourd'hui. Ils sont le premier ou deuxième, je dis peut-être des bêtises, aujourd'hui, ça change tous les ans, mais premier ou deuxième ravitailleur de gaz en Europe, soit devant la Russie, soit juste derrière, mais devant l'Algérie.
c'est ça. Et pour l'Europe occidentale, c'est encore plus. C'est-à-dire, donc c'est un partenaire commercial énergétique, d'un point de vue de sécurité énergétique très important pour l'Europe, qui explique aussi leur non-appartenance à l'Union européenne. C'est-à-dire que dans les années 70, ils ont fait le choix conscient, pour des raisons de commercial et d'extraction de pétrole et de gaz principalement, de ne pas intégrer le marché commun de l'Union européenne. Ça a plutôt bien marché pour eux, puisqu'ils ont 5 millions d'habitants et produisaient à un moment des quantités de pétrole inouïes. Mais le fait est que leurs ressources sont en train de diminuer tous les ans. Ils ont déjà atteint le picole il y a 15 ans, j'ai envie de dire. Et ils savent et sont très conscients depuis très longtemps que dans l'horizon 2030, ils n'auront plus une production de pétrole. Ce sera quasiment fini. Ils auront encore un peu de gaz, mais le pétrole sera quasiment fini. Surtout en mer du Nord et en mer de Norvège. C'est là que ça va se déplacer plus vers le nord, plus vers la mer de Barents, plus vers des zones qui sont chères à extraire, des zones qui sont froides, qui sont techniques. Ça pourrait changer parce que le pétrole, bien sûr, ça dépend de la technologie. Il y a 20 ans, on n'arrivait pas à extraire du pétrole de gaz de schiste rentable. Regardez aujourd'hui. Donc ça peut changer, ça va évoluer sans doute. Dépendant de la couverture de la banquise à un moment donné, dépendant des méthodes d'extraction. Mais le fait est que la Norvège est très consciente qu'ils sont dans une économie déjà d'après-pétrole. Ils ont un fonds souverain, vous savez sans doute qui est le plus grand du monde. Ça fait 50 ans maintenant qu'ils mettent leurs excédents budgétaires dans le fonds souverain pour préparer cet après-pétrole. Ils sont en train de faire des transitions vers l'industrie du poisson, l'industrie des énergies renouvelables, le tourisme énormément, les services financiers, les services qualifiés d'ingénierie parce qu'ils ont une population extrêmement qualifiée, ils ont beaucoup d'avantages, ils gèrent ça très bien. Comparé à ça, la Russie, et c'est le jour et la nuit, alors qu'ils sont juste à côté, c'est très intéressant. La Russie, ils ont plein d'essors énergétiques, c'est-à-dire que ça fait longtemps que la Russie explore scientifiquement et commercialement l'Arctique, ça fait depuis les Brejnev, j'ai envie de dire, même avant. Même que je avait déjà un programme, mais qui était trop cher. Ils avaient déjà à l'époque, c'était surtout à des fins de sécurité. Donc ils étaient intéressés par l'exploitation de l'Arctique, mais d'un point de vue sécuritaire, parce que c'est la trajectoire la plus courte vers les États-Unis, de passer par le nord. Et ils voulaient dominer cet espace d'un point de vue sécuritaire avant autre chose. Mais aujourd'hui, l'Arctique russe est vraiment un des cœurs économiques de la Russie. Alors qu'il y a très très peu d'habitants, 1 900 000 pour un pays qui a 120, 130 millions d'habitants, si je dis pas de bêtises. C'est rien du tout. C'est vraiment, et ils sont tous concentrés dans la péninsule du Kola à côté de la Norvège, c'est-à-dire que tout le reste de l'Arctique russe, il n'y a personne. Et ils ont, j'ai le chiffre là pour pas dire de bêtises, mais ils ont environ 40% des réserves de gaz russes, qui sont les premières ou les deuxièmes plus grandes prouvées au monde. 40% de ces réserves-là sont dans l'Arctique russe. C'est énorme. C'est 45 000 milliards de mètres cubes de gaz. Et environ 15% de la réserve de pétrole y sont aussi. Donc vous voyez l'enjeu pour un pays qui est largement rentier de ses énergies, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin d'autant plus que son plus grand partenaire commercial d'un point de vue énergétique dans les 20-30 années à venir, ça va sans aucun doute être la Chine. Ils ont compris après la crise de 2014 de Crimée que l'Europe n'était pas un partenaire commercial pour les énergies qui soit idéal pour eux. Parce que autant ils ont essayé de jouer la carte on vous tient en otage parce qu'on arrête les approvisionnements en gaz, autant ils se sont rendus compte qu'ils étaient quasiment plus dépendants que l'Europe dans la relation commerciale avec l'Europe. Et ils ont cherché à diversifier leurs exportations. Ça coïncide avec un moment où ils commençaient à développer énormément des champs gaziers en Sibérie orientale, du côté du lac Yakutsk, pour parler, qui n'est pas techniquement dans l'Arctique, mais qui est bien en nord quand même et qui fait partie dans l'imaginaire russe, d'un point de vue décisionnel, ce qu'ils appellent l'Arctique et le grand nord-est. Donc c'est une zone qui est éloignée, qui est froide, dure à exploiter. Donc c'est dans une même politique. Et ça, et la péninsule du Yamal, qui était une zone traditionnelle ancestrale très très importante pour les populations kuznets, qui ont, je t'ai dit, dernières années, pas mal souffert de relocalisation forcée de la part du gouvernement et de la part de Gazprom, mais le fait est que la péninsule du Yamal est la plus grande réserve de gaz de toute la Russie. Ils ont construit la plus grande plateforme de liquéfaction de gaz. L'année dernière, Gazprom l'a construite dans la péninsule du Yamal, avec des terminaux et des pipelines qui sont censés aller partout. C'est un projet sur 40 ans qui est un investissement gigantesque qu'ils ont fait tout seuls. Il n'y a pas eu d'appel d'offres avec Total ou d'autres entreprises européennes, donc c'est vraiment, vous voyez l'aspect sécuritaire de leurs investissements énergétiques dans le Nord aussi. Et dont la production est quasiment toute vouée en Chine, au Japon et en Corée. Ce qui est parfait aussi pour la Chine, parce que vous savez sans doute, Malacca est un point sensible dans le mental chinois, d'un point de vue décisionnel pour la sécurité énergétique.
Et franchement, la Russie est à leurs yeux un allié mais incontournable pour les 30 ou 40 années à venir. Et c'est pas anodin que Xi Jinping aille en Russie il y a moins de 2 semaines là, et qui qualifie Poutine de mon meilleur ami, de notre partenaire le plus proche. C'est une relation qui est mutuellement bénéfique. Et elle le sera pendant plutôt longtemps. Les investissements russes le prouvent. Ce sont des investissements qui sont très chers, vraiment très chers, parce qu'autant on peut s'imaginer qu'avec la fonte des glaces et le changement climatique, l'Arctique est plus accessible. C'est vrai, la banquise dure moins longtemps. C'est-à-dire qu'elle commence à fondre plus tôt, elle est moins dense, c'est plus facile pour les bateaux de circuler. Mais avant 2050, en été, il y aura toujours de la glace en Arctique, donc imaginez en hiver. Donc c'est quand même, il y a besoin de matériel spécialisé, il y a besoin d'investissements massifs dans des brise-glaces nucléaires. La Russie en a 2 qui sont récentes, de leur classe la plus récente. Il y en a 6 autres en production. Ce sont des véritables usines, ce sont des monstres. Ils ont aussi commencé à fermer pas mal de centrales nucléaires terrestres en Russie, surtout celles qui étaient situées dans le nord, pour plusieurs raisons, des raisons de rentabilité, mais aussi des raisons de changement climatique, parce que la fonte du permafrost, vous savez ce que c'est le pergélisol, le sol qui est tout le temps gelé en fait. C'est pas très compliqué d'un point de vue conceptuel, mais c'est très important parce que c'est quelque chose sur lequel ils ont toujours construit. Ils ne se sont jamais posé la question de qu'est-ce qui se passe quand ça commence à fondre, et ben ils ont des fondations qui commencent à s'écrouler. C'est problématique pour une ville, imaginez pour une centrale nucléaire. Par chance, ils n'ont pas énormément de centrales nucléaires dans l'Arctique, ils en ont 2. Ils en ont 2 construites, une en activité, l'autre est décommissionnée, mais il y a encore, elle est toujours en processus de commission, ça prend très longtemps. Et ils en ont une qui est aussi qui est en activité, mais il y a déjà 3 réacteurs qui ont fermé, et le dernier programmé pour fermer dans l'année qui vient. Donc, et je disais ça pourquoi? Parce qu'ils ont développé les premières centrales nucléaires flottantes au monde. Donc ils ont un projet de Rosatom. Pour l'instant, ils en ont une qui est sortie, elle est sortie fin 2018, elle est située, si je ne dis pas de bêtises, à côté de Yamal. Et donc le but de cette plateforme, c'est de pouvoir être modulable. Donc c'est-à-dire qu'on peut la bouger là où l'exploitation pétrolière a besoin d'énergie, parce qu'elle flotte, on peut la tirer, et puis l'hiver elle gèle, elle reste coincée là-bas, elle ne bouge pas. Et c'est des petites centrales, elles sont relativement peu risques, à bas risque, et quand le gouvernement, quand Greenpeace par exemple pose des questions sur des éventuels problèmes d'accidents et de problèmes de fuite de radiation, ils ont des arguments qui franchement sont plutôt solides, ce qui est étrange venant du pays qui est responsable pour Tchernobyl, mais c'est vrai que c'est plutôt solide, c'est qu'ils ont des plans de contingence dans lesquels ils disent que la centrale est faite pour, en cas de meltdown du réacteur, couler. Une fois qu'elle coule, immédiatement le réacteur il est refroidi par une masse d'eau gigantesque. Il y a un système qui est fait pour contenir la radiation, et on peut la sortir de l'eau et la refaire marcher. Donc c'est un produit dont ils sont très fiers, ils vont même l'exporter en Afrique. Il y a le Nigeria qui est intéressé, il y a le Cap-Vert qui est intéressé. Il y a énormément de petits États africains qui ont besoin qui ont envie d'avoir des centrales de production nucléaire moins chères, plus modulables, qu'une vraie centrale qui n'est pas forcément rentable pour la plupart des pays, encore moins si vous êtes le Cap-Vert. Et donc ça c'est un produit qui découle directement de la stratégie, de l'adaptation russe et de la capacité russe à s'adapter au changement sécuritaire en Arctique. La Russie a aussi un autre énorme avantage dans la course à l'Arctique, si on peut l'appeler comme ça, c'est que ce serait par ces côtes qui passerait la route du Nord-Est. C'est une route traditionnelle qui, pendant quasiment toute l'histoire de l'humanité, n'était pas praticable même en été, sauf rare exception à cause de la banquise, mais qui l'est de plus en plus. Et la flotte de sous-marins, de brise-glace nucléaire est là aussi pour former à terme, parce que c'est un projet sur 20 ans. Ils ne parlent pas avant 2040 d'avoir une route commerciale avec plus de 10 bateaux par an. Mais à terme, ça servirait quoi? Ça servirait à avoir encore plus de moyens de délivrer du gaz issu des champs pétroliers, des gaziers de l'Arctique, en Chine surtout, principalement, mais aussi en Europe, ils n'excluent pas le partenaire européen. À terme, ils veulent même avoir l'ambition de créer une route pour le fret, pour la marchandise, parce que c'est environ 30 et quelques % plus court que le passage par Suez vers l'Asie. C'est vraiment beaucoup. Il y a un bateau qui l'a fait pour la première fois l'année dernière, accompagné d'un brise-glace nucléaire, un bateau de marchandise qu'il a fait en 17 jours, le trajet entre l'Europe et la Chine. C'est comparé aux 28 ou 29 qui prennent en moyenne un bateau en passant par Suez, vous voyez l'attractivité de la chose. Bien sûr, ça pose pas mal de problèmes d'un point de vue opérationnel, on va appeler ça comme ça, parce que la dernière ville russe, si vous partez de l'ouest, vous passez le nord de la Norvège, vous arrivez en Russie, la dernière ville russe qui a un port qui ne gèle pas en hiver,
c'est Arkhangelsk, et c'est encore en Europe. Donc jusqu'au détroit de Bering, il n'y a pas un port qui est dégelé en été, en hiver je veux dire. Donc ce sont tous des ports qui requièrent des investissements d'infrastructures gigantesques. Et vraiment, ils ont déjà eu. Ils ont investi sur 8 ports différents. Donc, ils ont fait un réseau de 8 ports qui sont censés assurer la sécurité des bateaux en cas de fuite, en cas de catastrophe en mer, parce que ce sont quand même des conditions de navigation qui sont extrêmement compliquées, même à l'horizon 2050. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien nuancer un peu les propos qu'on voit parfois dans les médias, particulièrement de nouvelles routes, nouvelles Eldorado commerciales des routes de l'Arctique. Il faut vraiment le nuancer, c'est qu'un point de vue opérationnel, c'est très compliqué à faire, c'est très cher, et en aucun cas ça va remplacer Suez, en aucun cas on va constater un volume important de navires passant par la route nord-est au-dessus de la Russie, à l'horizon 2050 et même plus. Mais à l'horizon 2050, vous pouvez être sûr, ce sera minoritaire et ce sera principalement pour du gaz et du pétrole. Continuons, parce qu'il n'y a pas que la Russie dans le monde, il y a aussi le Groenland. Le Groenland est très intéressant, mais surtout si vous aimez les questions de représentation démocratique et si vous aimez les questions d'aspiration indépendantiste, mais basées sur des questions économiques. Je vais m'expliquer. C'est que le Groenland, vous le savez tous, ça appartient au Danemark depuis 400 et quelques ans. Ça appartient au Danemark, mais ils ont un parlement indépendant, un parlement autonome, et le Danemark a de facto rien, et ne gère pas du tout les affaires au jour le jour du Groenland. Tout ce qu'ils font, c'est ils financent le budget du Groenland. Le Groenland qui a très peu d'habitants, 50-60 000 habitants, ils sont quasiment tous concentrés à Nuuk, la capitale, dans la côte ouest, et vraiment c'est un territoire qui est à moins d'un habitant au kilomètre carré, et qui est quasiment à 80% recouvert même pas de banquise, mais de glaciers qui sont là depuis le dernier âge de glace, qui ont gelé à l'époque, et qui sont tous en train de geler, comme vous avez sans doute entendu parler à gauche et à droite, et c'est pas anodin du tout, parce que c'est la deuxième plus grande masse d'eau fraîche au monde après l'Antarctique. Et elle dégèle pas mal plus vite actuellement que l'Antarctique, pour des raisons de Gulf Stream et de climat qui sont différentes. C'est à moins d'altitude que l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un système montagneux, il fait plus frais encore, mais le Groenland fond à des vitesses vraiment très rapides. J'ai pu parler avec un professeur qui passe 6 mois à l'année au Groenland. Comment il s'était décrit? Il s'était écrit comme un archéologue de la glace. En fait, il fait des forages de glace et il regarde les couches de carbone pour voir quand est-ce que ça a gelé. C'est un climatologue, mais qui se spécialise dans la glace. Et il dit que la vitesse à laquelle ça change est vraiment, vraiment très inquiétante. Lui, il parlait de ça de façon pas du tout tranquille, il était super intéressé, il était super content. C'est génial, ça change tout le temps, c'est impressionnant, ça bouge beaucoup plus vite que nos modèles avaient prévu. On comprend pas pourquoi, on est là tous les jours, c'est ouf. Et après, quand il dit que ça représente 30% de la montée des niveaux des mers actuels, le Groenland a eu tout seul. Et quand tu lui demandes c'est quoi l'échéance pour la fonte des derniers glaciers au Groenland, le gars il te dit à moins de 2050, quand même. Parce qu'en fait, les glaciers du Groenland ne regèleraient pas. Il fait pas assez froid pour regeler cette eau, c'est de l'eau fraîche, c'est de l'eau de pluie, c'est de l'eau qui a accumulé pendant des milliers d'années en fait. C'est pas un glacier qui se régénère. Donc toute fonte est permanente. Et elle a plein de conséquences. Déjà pour la population autochtone, des conséquences plutôt vues avec optimisme, parce que mine de rien, le Groenland c'est très pauvre. C'est un des plus hauts taux de suicide au monde. C'est un endroit qui est très dur à vivre. 85% de la population là-bas est autochtone, n'a pas vraiment d'accès à l'éducation, n'a pas vraiment d'accès à un futur autre que la vie communautaire traditionnelle qui tourne autour de la chasse et de la pêche principalement. Et du coup, ils ont des vraies aspirations à améliorer leur niveau de vie économique, surtout qu'ils habitent au Danemark. Ils connaissent très bien les niveaux de vie des pays scandinaves, et ils sentent une vraie injustice par rapport au gouvernement central, et ils se sont vraiment délaissés. Mais en même temps, ils se sont délaissés, mais ils ne veulent pas non plus que le gouvernement central vienne les aider plus, parce qu'ils ne veulent pas devenir plus dépendants de ça. Au contraire, la première ministre actuelle du Groenland veut avoir un référendum pour l'indépendance dans moins de 2 ou 3 ans. Il n'y a pas de date concrète, mais il a parlé de moins de 2 ou 3 ans, avant la fin de son mandat, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'actualité et dans un futur très proche. Regardez les infos, vous verrez dans les années à venir le Groenland qui essaie de devenir indépendant. Et qui va probablement le faire. Le Danemark est très prêt à le lâcher. Pour plusieurs raisons. Première, ils ne sont pas prêts à assumer la tâche sécuritaire de protéger le Groenland, dans un contexte où la Russie militarise la région et surtout où la Chine investit massivement au Groenland. C'est une zone qui est gigantesque et le Danemark n'a tout simplement pas les moyens de la protéger. Ils ont actuellement moins de 200 personnes stationnées dans tout le Groenland.
Donc des mecs qui font du ski, qui sont des patrouilles, qui sont très performants dans ce qu'ils font, mais c'est un effectif très réduit. Vous ne verrez pas d'opposition du Danemark à l'indépendance du Groenland. Mais pourquoi c'est important? Parce que le Danemark a des lois environnementales et des lois qui font référence aux investissements étrangers, particulièrement dans les mines, particulièrement dans l'extraction d'uranium, de pétrole, qui sont très strictes, parce que c'est un pays de l'Union européenne. Et le Groenland est le deuxième plus grande concentration de terres rares au monde. Et il y a potentiel à devenir un vrai centre de production de terres rares, qui vous savez sont utilisés dans tout ce qui est technologie, des portables à batterie, panneaux solaires, et qui sera un vrai enjeu de la sécurité énergétique dans un monde à bas carbone. Je travaille beaucoup sur ça en ce moment, c'est sur c'est pas le coût, mais le besoin qu'a l'industrie des renouvelables, particulièrement les éoliennes et les photovoltaïques, en terres rares. Et comment est-ce qu'on peut modéliser ces changements pour le futur? Est-ce qu'il y a assez de terres rares pour que toute la planète fasse une transition énergétique? Et si tout le monde d'un coup, si le parc automobile en 2050 est électrisé à 100% en Europe, d'où viendront ces terres rares? Parce qu'elles viendront de Chine. La Chine elle produit 90% des terres rares actuellement. C'est pas parce qu'elle les a toutes dans son territoire. Les terres rares sont réparties un peu partout dans le monde. C'est pas un truc qui est vraiment rare en fait. C'est contrairement à ce que le nom indique. Le truc c'est que pour les extraire c'est relativement cher et surtout c'est extrêmement polluant. Donc il faut avoir des standards environnementaux très bas, il faut avoir une population qui a envie vraiment d'améliorer son niveau de vie plus que tout. Donc la Chine a compris dans les années 80 l'intérêt de ce secteur, et on a des gens qui sont dévoués complètement à l'extraction de terres rares et contrôlent le marché. Il y a 2 semaines, ils ont menacé les États-Unis d'arrêter d'exporter des terres rares vers eux. Ce qui serait un véritable problème, hein. C'est pas juste de la rhétorique, hein. C'est vraiment un des piliers de l'économie et de l'économie énergétique, particulièrement dans les 30 ou 40 années à venir. Merci. Et la population groenlandaise est pour la plupart très favorable aux investissements chinois, pour la plupart très favorable aux investissements de l'uranium, pour des raisons d'aspiration économique tout simplement. C'est compréhensible. Et on en vient à l'Alaska et au Canada. Alors le Canada, on peut faire très vite. C'est une zone qui m'intéresse beaucoup, mais on peut faire très vite pour une raison très simple, c'est que il n'y a rien. Ils n'ont aucune stratégie arctique. Il n'y a aucun investissement, aucune stratégie. De la part du gouvernement, bien sûr. Privé, il y a pas mal d'investissements dans des secteurs miniers particulièrement. Du côté de Great Bear Lake et Great Slave Lake dans le territoire du Nord-Ouest et dans le Yukon. En particulier de l'uranium. Il y a beaucoup de réserves d'uranium au Canada. Mais c'est de l'ordre du privé et c'est des projets pointus, non, c'est dit en français ça. Précis, merci. C'est pas une vague généralisée, c'est pas nouveau non plus, c'est quelque chose qui existe au Canada depuis longtemps. Et il y a aussi les sables bitumineux du nord de l'Alberta, dont vous avez sans doute entendu parler, qui ferait que le Canada a, sur le papier, les 2e plus grandes réserves de pétrole au monde, mais qui sont aujourd'hui quasiment pas viables à l'extraction parce que les coûts d'extraction sont beaucoup trop chers, parce que la côte est à 3000 km, c'est au milieu d'un endroit où il n'y a même pas de route pour y aller. C'est sous du pergélisol. Ce sont des pétroles qui sont très lourds, comme ça au Venezuela, c'est extra lourd dans des sables bitumineux, c'est très technique. Ça pourrait changer. Ce sont des réserves qui sont là, qui sont très grandes, mais pour l'instant il y a très peu d'investissement. D'autre part, le Canada a très peu de populations autochtones là-bas qui sont réparties sur un territoire gigantesque, donc c'est surtout des populations nomades. C'est vraiment le Canada, j'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ce qui est le plus intéressant au Canada, c'est vraiment le passage du Nord-Ouest, et la question qui vous intéressera peut-être plus que moi, dans le sens où c'est pas vraiment ma spécialité, mais d'un point de vue légal, c'est la question du droit international du passage du Nord-Ouest, qui passe à l'intérieur d'eau territoriale canadienne, mais que les États-Unis en particulier, mais en fait tous les pays du Conseil Arctique et tous les autres, en fait, le Canada est le seul à prendre cette position, disent qu'en fait c'est un canal de passage de navigation internationale, donc devrait être voué à être ouvert à la circulation de navires étrangers, et pas être considéré comme des eaux territoriales canadiennes. Je ne suis pas un expert de droit international maritime, mais au vu de comment les règlements de compte des eaux territoriales se passent en mer de Chine méridionale, sur la base du fait accompli, sur la base de la force économique, je doute que le Canada arrive à tenir sa position très longtemps. Il est complètement abandonné au sein du Conseil de l'Arctique dans cette question-là. Et l'Alaska enfin, l'Alaska qui est sans doute, si vous connaissez un peu la région,
L'Alaska pour vous est sans doute synonyme de pétrole, synonyme de tourisme, synonyme de pêche. Ce sont les trois grands secteurs d'activité en Alaska. Un territoire gigantesque qui représente, ça équivaut à presque 40% de la surface des États-Unis continentaux si on était à côté. 600 000 habitants, donc c'est très peu peuplé, très montagneux, très difficile d'accès, et dont quasiment tout le pétrole a déjà été coulé. Il était tout concentré dans la côte de Prudhoe Bay au nord, dans ce qu'on appelle le North Slope, dans des sables sur terre à proximité de la côte, faciles à extraire et pas chers, et qui ont été exploités à un rythme vraiment, vraiment effréné depuis les années 80, et qui représente 98% des recettes de l'État d'Alaska. Donc c'est vraiment le cœur économique d'Alaska, qui est un État qui, pour la plupart, assez pauvre. Malgré le fait qu'il soit très progressif dans la répartition des ressources pour ces populations autochtones. En 71, il y a eu un acte américain, le Native Settlement Claim Settlement Act de 71, qui a divisé l'Alaska en 13 communautés indigènes qui ne sont pas parfaites. Il y a des territoires qui sont pas attribués au pif, mais le fait est que cette division a été faite et elles ont été attribuées à la compagnie qui représente les communautés autochtones, et qui faisait que la terre et les ressources de la terre leur appartenaient directement, et pas à l'État américain. Donc en fait, tout le pétrole qui a été pompé de Prudhoe Bay depuis les années 80 est revenu. Ce que l'on bénéficie le plus, c'est la population indigène de North Slope, qui est la division administrative qui a bénéficié de ça. Il y a des problèmes de redistribution avec tout le reste de l'Alaska qui n'a pas eu la même chance. Mais en général, le futur de l'Alaska, c'est un futur de déclin de production pétrolière très important. On parle dans moins de 10 ans. Il n'y aura probablement plus d'exploitation pétrolière en Alaska. Donc c'est du très court terme. Il y a un essor minier très important. Ils ont une énorme mine de cuivre et d'or qui s'appelle le Red Dog Mine, mais qui est accessible en bateau que 4 mois à l'année. Le reste de l'année, le port est gelé. Mais qui est en expansion, qui est un projet qui attire des investissements considérables et qui va probablement devenir le nouveau centre de l'activité minière de cette région. Et sinon, le futur d'Alaska, c'est le tourisme. Concrètement, pour les populations qui habitent dans les côtes, surtout dans les côtes de l'Alaska, c'est le tourisme. Avec la fonte des glaces, on a une accessibilité plus importante pour les bateaux de croisière. En Norvège aussi d'ailleurs, ils ont été les premiers à pionnier ça, les bateaux de croisière en Arctique et les croisières vers le nord. Et en Alaska, ils font la même chose, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de glace. En Norvège, il n'y a pas beaucoup de glace, il n'y en a même pas du tout en fait. De banquise, il n'y a pas de glace. Et donc le futur des communautés autochtones de l'Alaska viendra du tourisme. La pêche est aussi un secteur compliqué parce qu'elle est dominée par des groupes qui ne sont pas alaskans, qui sont continentaux. Enfin continentaux, pour eux, ce qu'ils disent, c'est américain quoi. Et donc les revenus ne vont pas vraiment à l'Alaska. D'un point de vue gouvernemental et institutionnel, il y a un truc très unique en Arctique qui est le Conseil de l'Arctique. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en Antarctique, il y a un décret de l'ONU où tous les pays sont signataires, qui fait qu'on n'a pas le droit d'extraire quoi que ce soit comme ressource, ni d'avoir d'activité économique là-bas. Et c'est une sorte de sanctuaire naturel, territorial, intouchable pour l'instant. Alors l'Arctique, pas du tout. Déjà, c'est un océan, c'est pas un continent, c'est une mer, faut pas oublier ça. Mais il y a un conseil d'Arctique qui est composé des 8 membres permanents sur les 8 États riverains de l'Arctique, donc la Suède, le Canada, la Norvège, la Finlande, l'Islande, le Canada, j'ai déjà dit la Russie et les États-Unis. Et en fait, c'est un forum de discussion plus qu'autre chose. C'est un forum très important de discussion. Ne sous-estimez pas son importance dans l'Arctique. Ils se rencontrent très souvent et toute décision de chaque pays qui concerne l'Arctique passe par là-bas à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, en presque 23 ans d'activité, ils ont été fondés en 1996, ils ont réussi à passer une résolution contraignante, avec un vrai texte de loi, qui est le texte concernant le sauvetage en mer. Donc en fait, il y a une répartition légale de la surface de l'Arctique en zones de juridiction maritime, dans lesquelles les États sont obligés de prêter assistance à tout bateau en détresse et toute personne en détresse. Et c'est une conséquence directe de, je ne sais pas si vous connaissez, mais la catastrophe de l'Exxon Valdez en 86 en Alaska, qui était une marée noire énorme, des bateaux qui sortaient de Prudhoe Bay, un bateau de Exxon, appelé le Valdez, qui a créé une marée noire qui, pour des questions de situation géographique, a été très mal gérée après, parce que c'est des zones qui sont très dures d'accès.
la façon dont la banquise interagit avec le fuel était quasiment inconnue à l'époque. C'est vraiment un cas pionnier, mais qui a servi un peu de base juridique à ça. Et donc le but de ce système de réponse, légiférés, et donc avec des zones de juridiction qui sont très précises, avec des devoirs, des budgets, c'est vraiment d'éviter ce genre de trucs dans le futur. Et aussi parce que dans la perspective d'une augmentation du trafic maritime, le sauvetage en mer c'est essentiel. Sinon les prix des assurances pour tout ce qui est fret explosent. Donc d'un point de vue de viabilité économique, c'est aussi important. De quoi je peux vous parler? De quoi est-ce que j'ai pas encore parlé surtout? J'ai pas encore parlé de l'environnement. Non, la sécurité d'abord, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Vous avez peut-être moins entendu parler de ce qui se passe là-bas côté sécurité. Alors, côté sécurité, autant les États-Unis et la Russie sont les deux grands acteurs là-bas, autant vraiment il n'y a pas de compétition. En fait. La Russie est de loin la force dominante en Arctique. Ils ont une côte qui est beaucoup plus grande, mais surtout ils ont une flotte arctique dévouée à ça, avec des bateaux qui sont développés pour ça depuis l'Union soviétique, qui est basée à Murmansk. Ils ont des ambitions, ils connaissent mieux le terrain, ils ont plus d'investissements. Comparé à la flotte américaine qui est présente en Alaska, qui est surtout des bateaux garde-côte, qui pour la côte de l'Alaska font l'état des États-Unis avec le moins de bâtiments militaires maritimes par kilomètre de côte. Donc vraiment c'est une situation déplorable. D'un point de vue sécuritaire, le gouverneur d'Alaska s'en plaint très régulièrement depuis 12 ans au budget américain, mais son succès. Nuance toutefois, parce que depuis le mandat de Trump, il y a un vrai shift américain d'un point de vue sécuritaire par rapport à l'Arctique. C'est-à-dire que Trump a compris qu'il ne peut pas juste laisser les Russes et les Chinois rentrer en Arctique et dominer la région. Et en fait, ce qui lui a fait le plus peur, c'était quand il a compris que la Chine avait acheté des bases, et en tout cas, acheter des bases n'est pas le bon mot, mais ils ont négocié des contrats pour avoir des bases au Groenland et en Islande. En Islande, c'est pas encore fait, au Groenland, c'est déjà fait, mais à long terme, il y a moyen qu'ils soient implémentés stratégiquement en Islande. Et c'est un vrai problème pour les États-Unis, parce que toute leur défense contre la Russie d'un point de vue de l'Arctique venait juste du fait qu'ils protégeaient, imaginez le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. C'est pas un détroit, mais il y a un grand... voilà, ça. Cette zone-là. Elle est très importante depuis la guerre froide pour la politique américaine, parce qu'il y a des câbles sous-marins qui passent et qui rejoignent l'Europe aux États-Unis, des câbles sous-marins d'Internet, de communication, qui sont vraiment, vraiment vitaux à l'économie américaine et européenne. Et en gros, toute la stratégie de sécurité par rapport à ces câbles-là, c'était de se dire j'ai la Norvège et l'OTAN, donc, parce que la Norvège fait partie de l'OTAN qui bloque là, j'ai le Groenland, personne n'y est, la Russie reste en son coin, et tout va bien. Mais le problème, c'est que la Chine est là, la Russie s'expand par là, et les investissements américains dans la région ne sont plus ce qu'ils étaient du tout. La flotte américaine est surtout concentrée dans l'océan Indien et l'océan Pacifique aujourd'hui. Et du coup, Trump a eu une vraie frayeur avec la possibilité d'avoir des sous-marins chinois qui passaient sans détection. Ah oui, parce qu'avant il y avait un radar, c'est ça ce que je voulais vous dire. Il y avait un radar de l'OTAN situé en Islande, un radar sous-marin qui n'y est plus. Et pour des raisons budgétaires, il a été coupé il y a 10 ans. Ça ne m'étonnerait pas de le voir revenir. Autant dire que la Chine, d'un point de vue sécuritaire, c'est un acteur important en Arctique parce qu'elle conditionne pas mal des choix économiques et politiques qui sont faits surtout par la Russie, mais aussi par l'Islande et par des petits États comme même les îles Féroé qui ne sont pas vraiment dans l'Arctique mais qui sont un acteur qui a à voir avec cette région-là d'un point de vue stratégique. De la part du Groenland, le rapprochement avec la Chine, un peu à l'image de ce que la Chine fait avec des petits États africains comme le Cap Vert, comme São Tomé, où on voit des petites localisations qui sont facilement achetables, n'est pas le bon mot, mais qui ont besoin d'investissement et qui sont délaissées d'un point de vue d'investissement. Et la CCCC, la compagnie chinoise de construction, et la CNCC sont très présentes au Groenland. Et le seront à l'image de ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe à Djibouti, ce qui se passe au Cap Vert. Il y en a un qui appelle ça le collier de perles arctique de la Chine. Parce que c'est une stratégie qui en fait est quasiment la même. C'est vraiment acheter des petits États insulaires, j'utilise ça de façon pas formelle, mais vous voyez ce que je veux dire, de façon à procurer une présence stratégique et politique surtout, aux tables de discussion dans des organisations de lesquelles je ne fais pas partie, parce que la Russie ne fait pas partie du Conseil arctique, c'est un membre observateur, mais elle ne fait pas partie du Conseil décisionnel. Par contre, à terme, si le Groenland devient indépendant et que la Chine est de loin son plus grand investisseur, on peut se poser des questions quant à
quant à l'intégrité des intérêts groenlandais représentés au Conseil arctique. Pareil pour l'Islande, en moindre mesure, parce que l'Islande sont quand même un peu... sont pas aussi vulnérables, économiquement parlant. Sécuritairement, c'est surtout ça, et c'est aussi un terrain d'affrontement entre l'OTAN et la Russie. Ça ne nous a pas échappé sans doute que la rhétorique entre l'Occident et la Russie monte un peu depuis, on va dire, 10 ans, un peu moins de 10 ans, de façon plutôt stable. Et c'est pas anodin que l'exercice commun de l'OTAN en 2018, l'année dernière, était dans le nord de la Norvège. Et que c'était un exercice de débarquement qui simulait une invasion russe. C'est pas anodin. C'est pas anodin que la Russie fasse des entraînements, pas navaux, merci, des entraînements de déploiement aérien au-dessus de la mer de Barents tous les mois. C'est pas anodin. Ils sont conscients qu'il y a une frontière entre l'OTAN et la Russie là-bas. Et en Norvège, en fait c'est intéressant parce que la Norvège sert de frontière pour l'OTAN avec la Russie, mais en même temps il a d'excellentes relations bilatérales avec la Russie. Aussi bien d'un point de vue de coopération militaire, d'un point de vue de coopération sécuritaire, mais aussi économique. Ils font de très bonnes affaires transfrontalières. Et elle joue cette espèce de rôle où elle est assise entre deux chaises, où d'un côté, là, oui, je fais partie de l'OTAN, oui, j'ai un dispositif militaire important, oui, je joue mon rôle, je paye mes trucs, mais d'un autre côté, j'ai rien à dire sur eux, tout se passe bien, ils sont très sympas, on a de très bonnes discussions avec eux depuis les années 90. On a signé enfin en 2008, je dis peut-être des bêtises, mais fin des années 2000, ils ont fini avec une dispute qu'ils avaient sur une frontière en mer de Barents, où la Russie a fait énormément de concessions. Donc ils se sont montrés bienveillants, ils sont venus à la table, ils ont dit écoutez, depuis l'Union soviétique on est que notre ligne va être là, mais en fait on va vous laisser ce champ-là, voilà, c'est cadeau, c'est la famille. Mais c'est important parce qu'ils avaient besoin d'investissements norvégiens pour développer leur mer de Barents, c'est pas un cadeau. Mais ça montre cette espèce de. Que c'est pas une opposition uniforme, une opposition de l'OTAN à la Russie, dans cette région-là. Ils sont très pragmatiques d'un point de vue de relations internationales avec la Russie, ils sont très forts à ça. Mais pour vous donner un exemple très concret, j'ai vu l'ambassadeur de Russie en Norvège et l'ambassadeur des États-Unis en Norvège se dire des choses en public dans une conférence qui étaient quasiment choquantes dans leur violence. C'était vraiment des accusations même pas cachées, que c'est à cause de toi qu'on va tous partir en guerre à nouveau. Ouais, mais les États-Unis ne devraient pas s'étonner qu'il y ait une militarisation si eux ils continuent à venir mettre leurs doigts dans les affaires de Russie. C'était très violent et c'était pas du tout caché. Et c'était à ce que j'ai cru comprendre, c'était pas la première fois. Donc c'est un vrai terrain d'affrontement, surtout dans un contexte de Trump qui flexe ses muscles par rapport à la Russie et dans un contexte de réorientation militaire lente des États-Unis, mais qui se passe quand même et qui dans le futur aura vocation à se passer de plus en plus vers l'Arctique. Enfin, le grand point que j'aimerais aborder, qui est mon préféré, c'est le plus déprimant. C'est les questions du futur et de l'environnement et des évolutions de l'Arctique. Alors, il y a énormément, et ça c'est une bonne chose, il y a énormément d'études scientifiques de tous horizons qui sont faites sur l'Arctique tous les jours, parce que c'est en quelque sorte le pionnier du changement climatique. Tout ce qui se passe dans le monde se passe d'abord là-bas et plus fort. C'est-à-dire que s'il y a un réchauffement de 2 degrés en moyenne dans le monde, en Arctique il sera de 5, 6 ou 7 degrés, voire plus. Il y a des gens qui disent qu'il sera de 10. Donc c'est 2 à 2 fois et demi plus que dans le reste du monde pour des raisons de climatologie qui me dépassent, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se dit ouais, mais 2 degrés c'est pas si mal, 2 degrés c'est pas si mal, c'est vrai, mais quand on parle du Groenland par exemple, et qu'on se dit qu'il y aura 5 à 6 degrés de moyenne à des extrêmes en été qui changeront à 10 ou à 12 degrés de plus qu'il y a 20 ans, c'est un changement qui est très 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 rapide et qui affecte tout le monde. Concrètement, ça affecte tout le monde. Et on peut parler du pergélisol aussi, encore. J'avais parlé du fait que les centrales nucléaires russes et les bâtiments russes soient construits dessus et qui ont besoin d'être aménagés. Il n'y a pas qu'en Russie que ça se passe, mais c'est surtout la Russie qui est affectée par ce phénomène. Parce que le pergélisol au Canada, c'est, comme je vous ai dit, quasiment pas habité, il n'y a pas de ville dessus. Et un autre problème par rapport au pergélisol, c'est que plus la Terre chauffe, plus ils font, plus ils lâchent de méthane, plus ils lâchent de méthane, plus la Terre chauffe. Plus la Terre chauffe, plus ils font et plus lâchent de méthane. Vous voyez le problème, c'est que dans les modèles climatiques, j'avais parlé avec un gars qui faisait ça, dans les modèles climatiques qu'ils avaient, depuis les années 2000, autour du protocole de Kyoto, les modèles climatiques qu'ils avaient, les meilleurs, ils regardaient et ils disaient ok, la Terre chauffera de ça à l'horizon 2040.
Il m'expliquait qu'ils n'étaient pas mal faits, ils n'étaient pas faits par des gens compétents, ils étaient très bien faits par des meilleurs experts. Et le problème, c'est qu'il y avait plein de trucs qu'on ne comprenait pas. Des effets un peu comme celui que je viens de décrire, des effets d'emboîtement, d'enchaînement des relations, de réaction en chaîne, dont le pH Gélysol est une des plus importantes en termes d'émissions potentielles. C'est-à-dire qu'ils disent que le pH Gélysol pourrait empirer les prévisions de réchauffement de quasiment 20 à 30%. Et il y a des gens qui disent que ça c'est vraiment une vue très optimiste et que ça pourrait être bien pire. Donc c'est-à-dire tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qu'on connaît mal, mais qui pourrait avoir un impact et qui change très vite. Autre chose du pH Gélysol, c'est qu'il y a des bactéries et des animaux qui ont été gelés dans le pH Gélysol à la fin du Pléistocène et qui n'ont pas dégelé depuis et qui dégèlent maintenant. Cette semaine c'est plutôt stylé, ils ont trouvé une tête d'un ours, d'un loup, t'as entendu parler, d'un loup primordial qui habitait là-bas, qui était gigantesque, un loup de 70 kg en excellent état parce que ça a été congelé, ça ne fondait pas depuis. Ce sera peut-être moins drôle quand on verra des bactéries primordiales qui commenceront à circuler dans la mer. La mer d'ailleurs, parce que c'est une mer. À court terme, et quand je dis court terme, je pense 10-20 ans. À court terme, les gens qui vivent de la mer en Arctique vont voir leur situation économique s'améliorer. Pourquoi ? Parce que la pêche en Arctique, c'est surtout du poisson blanc lourd, donc le cabillaud et tous ces dérivés. Le colin, exactement, je ne savais pas le nom français. Le colin, donc du gros poisson qui migre vers le nord, vers les eaux froides. Et comme les eaux chauffent, en fait, ils migrent de plus en plus vers le nord. Donc à 20 ans, à court terme, on va avoir un gonflement des bancs de poissons en Arctique qui va être très important. Donc l'industrie poissonnière en Norvège, en Russie, en Alaska va se porter très bien pendant quelques temps. Mais ce sont quand même des poissons qui viennent juste là-bas pour pondre et pour passer une période d'année à descendre. Et concrètement, le fait que cette eau se réchauffe autant et qu'elle se réchauffe de plus en plus vers le nord, ah oui, j'ai oublié de vous expliquer un contenu qui différencie complètement l'océan Arctique en termes de composition des autres océans, c'est que c'est pas très salé en fait. C'est un océan qui a énormément d'eau douce et qui a énormément de courants d'eau douce à basse profondeur qui circulent. Parce que, imaginez, il y a la banquise qui fond, de l'eau salée, la banquise fond, et l'eau elle reste un peu là, mais elle est un peu douce parce que c'est de l'eau de pluie, c'est de l'eau de glacier. Et en fait, c'est un océan qui est pas très profond et qui est pas très salé. Et il y a énormément de poissons qui aiment ces conditions parce qu'elles sont uniques, et il y a énormément de phytoplancton et de plancton qui va se générer là-bas. Si cette mer venait à chauffer, cette eau douce chaufferait, monterait à la surface, et concrètement, en fait, on m'a expliqué, c'est que les courants, la façon dont ils fonctionnaient, ils ne fonctionneraient plus, ils s'arrêteraient. Et il y a des gens dramatiques qui ont écrit un bouquin qui disait 2050, heure du décès de l'océan Arctique, parce qu'il serait juste absorbé par l'océan Atlantique en fait. Ce serait la même composition, l'océan Atlantique il progressait vers le nord et petit à petit il disparaîtrait. Et on va encore parler de l'effet d'enchaînement. L'eau devenant plus salée, gèle moins facilement. Gelant moins facilement, il y a moins de banquise pendant moins longtemps. Et moins de banquise pendant moins longtemps, c'est-à-dire qu'il y a moins de surface couverte. Donc il y a plus de soleil qui tape pendant plus longtemps l'eau, donc l'eau chauffe plus. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je disais que c'est la partie la plus déprimante aussi. Sinon, ça ne vous a pas échappé que ce sera mon dernier point, après on peut passer à la question, c'est que ça ne vous a pas échappé que principalement l'activité économique actuelle et du futur en Arctique, c'est l'énergie, c'est l'extraction de ressources, c'est l'énergie, c'est le secteur minier. Dans un monde où on s'imagine un déclin de la consommation, bon, si on veut être optimiste, si on s'imagine un déclin brutal de la consommation d'hydrocarbures à l'horizon des 50 ou même en Chine, quid de ces exploitations? Est-ce qu'ils continueront à avoir des investissements en Afrique? En Antarctique. En Afrique, j'espère qu'ils continueront à avoir des investissements. Mais en Antarctique, qu'est-ce que ça veut dire pour l'attractivité du secteur? Est-ce qu'il y aura des pertes de population? Parce que en Norvège, par exemple, qui est le meilleur en termes de reconversion, ils ont investi énormément dans les énergies renouvelables, mais c'est pas applicable partout. En Alaska, concrètement, vous ne pouvez pas faire du renouvelable. Pour une raison très simple, c'est que vous avez plein d'endroits où vous pouvez mettre des éoliennes si vous voulez, il n'y a personne qui va venir se plaindre qu'elle gâche la vue. Mais le problème, il y a un bon de vent, mais le problème c'est que c'est très loin de l'endroit où l'énergie serait consommée. Il faudrait des chaînes, des lignes de ravitaillement qui rejoignent le continent américain, le mainland US, qui sont très longues, qui ne sont pas viables parce qu'il y a une perte énergétique au transport qui est énorme. Donc concrètement, l'Alaska par exemple, ce n'est pas à court terme ou à moyen terme une option du tout pour eux. Donc ils doivent remplacer 98% de leur recette budgétaire avec pas de l'énergie. Ils n'ont même pas l'option de faire du renouvelable à court terme.
Ils sont très intéressés par la recherche dans les batteries, dans le transport d'énergie sur longue distance, mais ils sont inquiets par rapport à ça. Pareillement, en Russie, il n'y a aucune stratégie de reconversion en énergie renouvelable en Arctique. Aucune. Au contraire, c'est en pleine expansion. Ils sont pas bêtes, ils savent sûrement ce qu'ils font. Rosneft et Gazprom, ils savent très bien ce qu'ils font. S'ils font ces investissements, c'est qu'ils pensent qu'ils vont être viables sur la longueur de vie de l'échéance du retour sur investissement. J'ai aucun doute que ça marche. Et la Chine va, comme je vous ai dit, assurer le fait qu'ils aient un débouché pour leurs exportations. Mais à très long terme, c'est quand même intéressant de se demander qu'est-ce qui va se passer en Russie. Parce que pareil, autant à Mourmansk, vous pouvez mettre des centrales hydroélectriques, hydro-éoliennes, parce qu'il y a énormément de courant. Vous pouvez mettre des éoliennes, mais dans le reste de la Sibérie, pareil, il y a le problème de la distance, qui n'est pas un problème par les hydrocarbures, enfin si, mais on le dépasse, c'est un problème de coût, alors que là c'est un problème de faisabilité technique. Donc c'est intéressant de se demander, est-ce qu'il y aura des gens qui vivront en Arctique, autre qu'en Norvège, dans 50 ans? Franchement, c'est pas sûr, à mon avis. Et c'était vraiment la plus grande préoccupation, plus que même la viabilité, plus que l'environnement, c'était la plus grande préoccupation des gens qui travaillent dans les gouvernements de ces zones-là, c'est comment est-ce que je fais pour que ma population vive ici, et vive bien, et ait envie de vivre ici et partout. Ce qui est drôle, c'est paradoxal un peu, parce qu'on se dit, ça chauffe, donc c'est plus agréable à vivre, mais justement, il n'y a pas de viabilité économique, dans un monde qui se mondialise, il n'y a aucune raison pour laquelle je m'empresse là-bas. Et pour toucher à tout dernier sous-point, le mode de vie ancestral des populations autochtones qui garantissait une certaine stabilité de la population là-bas est en train de s'effectuer par le contact avec les villes, par le fait que leurs jeunes vont faire des études, par le fait qu'ils ne reviennent pas à vivre et qu'ils apprennent pas à leurs enfants à vivre. C'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup, qui est compréhensible. Et pensez à ça, est-ce qu'il y aura des gens en Arctique dans 50 ans? C'est une bonne question. Voilà, je crois que j'ai fini. On va passer aux questions. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Moi j'ai une question concernant la Norvège. Oui. Et, donc, à l'Agence internationale d'énergie, il y a une négociation concernant l'accès aux pays non membres comme la Chine et l'Inde. Au Conseil arctique? Non, c'est concernant l'énergie. Okay. C'est pas exactement sur ce domaine-là, mais quand vous avez parlé de l'énergie. Mm-hmm. Et donc j'aimerais savoir l'intérêt justement qui pourrait y avoir le Norvège concernant cette accession de la Chine et de l'Inde à l'Agence internationale d'énergie. Concrètement, je ne pense pas que la Norvège ait particulièrement d'intérêt à l'accession de la Chine et de l'Inde à l'Agence internationale d'énergie. Tout simplement parce que ce ne sont pas des marchés vers lesquels ils exportent particulièrement. Et comme je vous ai dit, la Norvège est dans un processus de ne pas être, de sortir d'être un état rentier de l'énergie. Donc l'énergie dans le discours politique norvégien perd de plus en plus de place. Il y a 10 ans on parlait que de l'énergie, de comment investir le fonds. Aujourd'hui on dit ok, on fait déjà ce qu'il faut pour faire la transition, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a énormément de diversification. Mais après, je ne peux pas vous dire quelle est leur stratégie particulièrement au sein de l'Agence internationale de l'énergie, parce que je ne connais pas vraiment la position de la Norvège là-dedans. Je sais juste qu'ils aiment bien jouer des rôles parfois un peu médiateurs et un peu hors, et un peu éloignés de ce qu'on penserait être leur cause primaire au sein des agences internationales, parce qu'ils comprennent qu'ils ont des bons diplomates déjà, ils ont de très bons diplomates pour la tête du pays, et ils comprennent qu'ils peuvent jouer des rôles que d'autres gens n'en sont pas en mesure de jouer. Mais je ne peux pas vous apporter plus d'éléments de réponse que ça, parce que je ne sais pas plus. Moi j'ai deux questions. Déjà la stratégie chinoise par rapport à son collier de perles de l'Arctique, comment elle procède? Est-ce qu'elle utilise les mêmes procédés que les colliers de perles, on va dire classiques, enfin le collier de perles classique qu'on connaît? Et deuxième question, j'entends par là la diplomatie de la dette surtout. Oui. Et deuxième question, tout à l'heure tu évoquais la ZEE de la Norvège. Ouais. ZEE immense du coup troisième d'Europe. Est-ce qu'il y a des conflits par rapport à cette ZEE vis-à-vis ou avec la Russie? Alors, je vais commencer déjà par ça, parce que c'est la plus facile à répondre. Non, il n'y a pas de conflit, du tout. Parce qu'ils ont été résolus, comme je l'ai dit, il y a moins de 10 ans, le seul qu'il y avait, qui était plutôt grand. C'était une surface assez conséquente, mais ça a été résolu.
Et à ma connaissance, avec la Russie, il n'y a pas d'autres conflits. La Russie, par contre, j'aurais peut-être dû le mentionner d'ailleurs, merci de m'avoir rappelé, la Russie est en procès de revoir ses revendications territoriales par rapport à sa plaque continentale en Arctique à la hausse, et considérablement à la hausse. C'est basé sur l'idée que la plaque de Lomonosov qui sort du nord de la péninsule du Kola s'extend jusqu'au pôle. Et c'est très bien documenté, ça fait 40 ans qu'ils ont des sous-marins et qu'ils ont des gens qui font des études pour étayer leur cap, pour étoffer leur dossier auprès de l'instance, c'est l'ONU, non c'est l'OMC, auprès de l'OMC pour ça. Et c'est intéressant, mais ça ne coïncide pas avec les eaux territoriales norvégiennes. Et d'ailleurs, quasiment tous les États font la même chose. Tous les États bordurant l'Arctique, en particulier le Danemark, parce que la Groenland c'est quand même un sacré morceau de terre, d'un point de vue géologique. Et ils ont de bonnes chances de pouvoir étendre leur zone économique au nord de Groenland aussi. Et tout le monde fait ça en fait, à part les États-Unis je crois. Et même les États-Unis je crois ils essaient de monter un petit peu, mais quasiment tous les autres sont dans la révision de leur ZEE en océan Arctique. Ta première question qui était à voir avec la procédure chinoise dans le collier de perles, à ma compréhension, elle est très proche de la façon de faire de la diplomatie de la dette qu'on voit ailleurs. À une chose près, c'est qu'il y a moins de focus sur les bases militaires. Parce que les Chinois n'ont pas l'équipement militaire pour. C'est quelque chose que, comme j'ai dit, il n'y a aucun pays qui a à part la Russie. Quasiment les navires prêts pour. Et c'est surtout d'un point de vue... c'est pour l'instant beaucoup dans le commercial. Donc l'établissement de relations commerciales et d'extraction, des contrats privilégiés d'extraction de ressources. Et c'est aussi dans le diplomatique qui est... comme je dis, dans l'optique de pouvoir avoir plus d'influence au sein d'organisations dans lesquelles ils ne sont pas forcément présents. Militairement parlant, enfin, je suis même pas sûr qu'on puisse appeler ça militaire, mais stratégiquement parlant, vraiment, à part une implantation, même pas une base, une implantation en Groenland et des négociations en Islande, il n'y a rien pour l'instant. Ok, merci. D'autres questions? Non? Sûr? Non, pas de questions. Bon, bah on conclut comme ça. Merci beaucoup.